Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Alors, j'aurais espéré que vous soyez plus nombreux. Je vois quelques visages connus, quelques visages amis même. Et je vous remercie en tout cas d'être présents. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Michel Soulard, qui se présente comme professeur de français, qu'il a été pendant de nombreuses années, et comme auteur de recherche autour de textes anciens concernant la Nouvelle-Calédonie. Où il y a une lumière là qui me gêne. Pardon, merci. Alors, le texte ancien, il connaît. Je vais même dire que c'est un staccanovis de l'étude du texte ancien. Vous avez vu peut-être devant la salle Sissia quelques échantillons issus de la médiathèque du Centre culturel, quelques textes sur lesquels il a travaillé, donc quelques personnalités, Pauline de Aranda-Fouché, Delfaux, entre autres. Et il a choisi de se lancer dans un travail que, à mon sens, assez titanesque autour de Monseigneur Douard, avec l'ouvrage Une graine en terre kanak, là aussi qui est disponible devant la salle Sissia. Si j'ai bien compris, un travail de quasi 2 années, grosso modo, sur des textes inédits, puisqu'il s'agit du journal de l'évêque et de sa correspondance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette conférence, j'allais dire, arrive après une autre conférence qui a eu lieu l'année dernière autour d'une autre personnalité, d'un aventurier, dans une période quasi analogue. Je fais allusion, bien entendu, à Cannibal Jack, qui avait été présenté par le passionnant et passionné Benoît Trépied. Vous avez peut-être eu la chance de voir cette conférence. Si ce n'est pas le cas, je rappelle que toutes nos conférences sont enregistrées, qu'elles sont ensuite disponibles sur le catalogue de la médiathèque en audio. Et vous avez peut-être vu ce monsieur qui a installé plusieurs appareils photo pour le filmer. Caledonia présente également sur son antenne, puis sa chaîne YouTube, la captation vidéo qui atterrit ensuite, après quelques temps, sur la chaîne YouTube du Centre culturel Chibaou. Voilà, je voudrais juste ajouter que, outre les personnes dont on a parlé, on a quand même on a voulu sortir un mémoire qui date un peu peut-être, mais sur lequel a travaillé Michel Soulard autour d'Alain Lobreau, autre personnalité dans un tout autre genre qui concerne la Nouvelle-Calédonie, pour ceux que ça intéresserait, en considérant qu'à ma connaissance, il n'y a que Le Rocher à la voile qui a fait l'objet d'une réédition de nos jours et que d'autres textes, bien entendu, sont disponibles, en particulier à la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Voilà. Je ne vais pas être plus long, je voudrais juste rappeler qu'au terme de cette intervention, il y aura la possibilité de débattre et qu'il y aura 2 personnes qui seront à votre disposition avec un micro pour qu'on puisse vous entendre d'une part et enregistrer votre question, puisque les débats sont également enregistrés et diffusés. Voilà, merci à Michel pour son intervention et merci à vous encore une fois d'être présent. À tout à l'heure pour les échanges. Merci Manuel. Bonsoir à tous. Donc, cette conférence est née de l'édition de ce livre, Une graine en terre kanak. Et je pose la question, pourquoi ce livre ? Pour deux raisons, pour un texte et pour un homme, pour l'œuvre et pour l'auteur. Alors, l'œuvre d'abord. Le but principal de ce livre est de divulguer, dévoiler le journal de Monseigneur Douard de 1843 à 1853, journal en 3 périodes qui correspondent aux 3 séjours de l'auteur dans le nord-est de la Nouvelle-Calédonie, Balad, Puebo, Yingen. Ces 3 séjours sont autant de tentatives pour l'implantation d'une mission, la 3e étant la bonne. Donc, il y a 3 parties. Ce journal se présente en 3 parties, de décembre 1843 à novembre 1846, d'une part. Deuxièmement, d'octobre 1848 à novembre 1849. Et troisièmement, de avril 1851 à avril 1853. Donc cet écrit est un des plus anciens textes qui rendent compte de la première implantation d'Européens en Nouvelle-Calédonie chez ceux qui ne portaient pas encore spécifiquement le nom de Kanak. Alors j'emploierai le mot indigène qui a
été employé depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant. C'est le mot le plus neutre, même s'il a certaines connotations, notamment pour ceux qui ont connu la période de l'après-guerre jusqu'à la naissance du mot kanak. Mais Douar employait principalement le substantif naturel, puis sauvage, et aussi calédonien ou nouveau-calédonien. Le terme kanak, d'abord appliqué au peuple, enfin, à divers insulaires du Pacifique, est attribué par Monseigneur Douar aux Calédoniens qui refusent la conversion au christianisme. Mais d'autres missionnaires, notamment le père Montrousier, ont une interprétation plus large du mot. Donc il faudrait en fait une étude très détaillée. Mais il est certain que sur l'attribution du nom kanak donc, aux insulaires de Nouvelle-Calédonie est due certainement, pour une bonne part, aux missionnaires. Donc, je reviens au journal, qui est resté plus d'une centaine d'années dans les archives et qui était connu des historiens et des anthropologues, mais qui est resté inconnu du grand public. Dans ce livre, je me suis attaché à retranscrire le manuscrit conservé à Rome avec plus de rigueur qu'on ne l'avait fait auparavant, et j'ai essayé de l'éclairer par des commentaires. Éclairage grâce à diverses autres sources, la correspondance de l'auteur, les correspondances d'autres missionnaires compagnons de l'auteur, des documents d'archives de Rome, Lyon, Clermont-Ferrand et Nouméa, et aussi des coupures de presse françaises, australiennes et néo-zélandaises, sans oublier bien sûr les ouvrages d'historiens. Analyser le texte aujourd'hui, c'est considérer que, quelque important qu'il soit, il est celui d'un homme extérieur à la société qu'il décrit, avec non seulement son dessein de missionnaire évangélisateur, mais encore ses conceptions, ses certitudes, bref, ses lunettes d'Européen du XIXe siècle. Aujourd'hui, on a le souci de comprendre la société océanienne de l'intérieur, c'est-à-dire du point de vue des indigènes. Évidemment, aucun contemporain de Monseigneur Douar appartenant à cette société n'a pu exprimer son point de vue, et ce n'est que beaucoup plus tard, notamment avec le pasteur Lénard, qu'a été mise en œuvre l'étude de la société mélanésienne de l'intérieur. Donc, je parlais de l'œuvre, l'homme maintenant. Donc, on avait des biographies de Guillaume Douar écrites à la fin du XIXe siècle, dans les 20 années qui ont suivi sa mort. Et on avait d'autres biographies qui ont été écrites autour de 1953, centenaire à la fois de la mort de Monseigneur Douar et de la présence française en Calédonie. D'un livre à l'autre, les mêmes propos ou anecdotes venus principalement du premier ouvrage sont repris et malheureusement pas toujours fondés. Donc il apparaît nécessaire, après tout ce temps, de se repencher sur le sujet et de le dépoussiérer. Le journal de Monseigneur Douar n'est pas un journal intime, même si de ci, de là, l'auteur se dévoile. Ce n'est pas non plus seulement un journal du type agenda, c'est-à-dire compte-rendu au jour le jour de ce qui est fait ou à faire, culture, construction, apostolat. C'est un texte qui, sans doute, a permis à l'auteur de se conforter, se soutenir, tenir le coup et en tout cas donner une cohérence à ses actes. Mais Douar révèle généralement plus ses sentiments dans ses correspondances. Cependant, ce texte permet de comprendre son attitude de pasteur et non de conquérant, de pasteur à la fois sévère et aimant pour ses ouailles. J'y reviendrai. Bon, cette étude a évidemment ses limites. Pour interpréter ces textes, en fait, il faudrait avoir la largeur de vue d'un historien ou d'historiens, à la fois de l'histoire de France, de l'histoire du Pacifique, de l'histoire des missions, et aussi d'anthropologues. Enfin, je souhaite que ce livre soit utile à ces spécialistes. Alors, maintenant à ces écrits, autre limite, je constate certaines lacunes. Tout n'est pas dit, ou plutôt n'est pas écrit, en ce qui concerne, par exemple, les relations entre l'évêque et son supérieur à Lyon, ou encore entre l'évêque et Rome. Ou encore, autre exemple, un grand nombre d'auteurs font état de rencontres entre l'évêque et le roi Louis-Philippe avant son départ de France,
et à son retour en France. Je n'ai pas trouvé la preuve de ces rencontres qui ont eu lieu ou pas. Mais les limites viennent aussi de tout ce que Monseigneur Douard ne dit pas sur la société mélanésienne. Avec ses conceptions d'Européens et son sentiment de supériorité, parfois, il voit mal ou interprète mal le mécanisme de cette société. Il reste cependant que son but est clair, l'évangélisation des nouveaux Calédoniens, comme il dit quelquefois, et dans cette optique, ses écrits font preuve, m'apparaît-il, de sincérité et de franchise. Je m'aperçois que j'avais oublié de vous montrer son journal, à quoi il ressemble. Voilà, c'est ça. Et donc maintenant, on va traiter la question et nous suivrons 2 fils pour traiter cette question. D'une part, Monseigneur Douard, le missionnaire français en Nouvelle-Calédonie, et d'autre part, l'implantation du catholicisme dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous examinerons successivement ces 2 points, même si dans la réalité historique ou dans la chronologie, ce sont évidemment des fils qui se croisent. Donc tout d'abord, première partie, le missionnaire français en Nouvelle-Calédonie. Alors sa vocation missionnaire, au début du 19e siècle, tandis qu'après la Révolution, un renouveau religieux se fait jour, un véritable engouement pour les missions catholiques marque la France jusque dans les campagnes les plus reculées, en particulier grâce à l'œuvre de la propagation de la foi, 1817-1822, inspirée par Pauline Jaricot. Cette association a permis, par un système de recueil de fonds en chaîne, jusque dans les petits villages, de créer cet enthousiasme pour les missions. Je fais la remarque que la prépondérance des Français parmi les missionnaires catholiques s'est vérifiée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Avant 1914, on estime qu'ils faisaient partie de pour ce qui concerne les hommes, plus d'un tiers des effectifs, et pour ce qui concerne les femmes, plus de 2 tiers des effectifs des missionnaires. Donc, c'est dans ce contexte de renouveau religieux qu'a été fondée la Société de Marie, et plus communément appelée la Congrégation des Maristes. Elle est le résultat d'un vœu qu'avait fait en juillet 1816, au lendemain de leur ordination sacerdotale, des séminaristes, parmi lesquels Jean-Claude Collin, Marcellin Champagnat et au départ même Jean-Marie Vianney, le futur curé d'Ars. Vœu de se regrouper sous la protection de Notre-Dame de Fourvière, où serait construite 60 ans après la grande basilique. Au départ, ces prêtres veulent établir des missions dans les campagnes de France. Mais sur la demande de Rome, qui cherche à établir des missionnaires en Océanie, avec l'idée de contenir l'avancée des protestants, les maristes s'orientent vers la conversion des Océaniens. De l'Océanie dite occidentale, car déjà les pères du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, qu'on appelle couramment les Picpusiens ou pères de Picpus, sont présents à l'est, Hawaï, Marquise, Tahiti. En fait, à l'arrivée de Monseigneur Douard, l'immense territoire d'Océanie occidentale a été, en août 1842, divisé en 2. L'Océanie centrale, désignant Wallis et Futuna, Tonga, Fidji, Salomon, la Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-Hébrides, qui alors comprennent les îles Santa Cruz, c'est-à-dire Vanikoro et Tikopia. Le reste, donc, gardant le nom d'Océanie occidentale. Guillaume Douard, auvergnat, d'origine rurale, d'une famille modeste, devient prêtre en 1834. En 1838, il est curé du petit village auvergnat d'Issac-la-Tourette. C'est à cette époque, semble-t-il, qu'il s'oriente vers la mission. En 1842, il entre au noviciat de la Société de Marie à Lyon avec 3 de ses paroissiens qui vont devenir frères maristes, Jean Taragna, Blaise Marmoiton et Jean Reynaud. La personnalité de Guillaume Douard fait que rapidement, il est pressenti par le supérieur des maristes, le père Collin, pour devenir évêque. Je résume cette personnalité.
une foi solide, de la ténacité, des qualités d'organisateur et de visionnaire, une énergie et un esprit d'entreprise. Les missions d'Océanie sont alors organisées depuis la Nouvelle-Zélande par Monseigneur Pompallier. De nombreuses îles restent sans missionnaires. C'est le cas de la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas bonne réputation. Assez tôt, c'est cette Nouvelle-Calédonie qui est visée par pour Monseigneur Douar et son équipe. Remarquons que les missions maristes ont deux têtes, Rome pour la direction administrative institutionnelle et Lyon pour la direction pastorale, proprement missionnaire. De ce fait, et aussi du fait de l'éloignement et de la méconnaissance du terrain pour l'une et l'autre de ces deux têtes, une grande liberté est laissée aux supérieurs des différentes missions. Ainsi, à partir du moment où Monseigneur Douar va être placé sous l'autorité de Monseigneur Bataillon, donc évêque de Wallis, il aurait pu être destiné à un autre territoire que la Nouvelle-Calédonie, si Monseigneur Bataillon l'avait décidé. À ce sujet, je note un paradoxe bien connu. Monseigneur Douar, avant d'aller en Nouvelle-Calédonie, a eu pour mission de passer à Wallis, où il a sacré évêque Monseigneur Bataillon, qui devient après son supérieur. Donc maintenant, je vais parler de l'installation à Balade. C'est bien à la Nouvelle-Calédonie qu'est destiné Monseigneur Douar avec son équipe, ainsi que cela avait été préparé en haut lieu. La question de la prise en charge du passage assuré par l'État français est posée. On est alors sous le régime du roi Louis-Philippe, conseillé officieusement par sa sœur, Madame Adélaïde. Par ailleurs, Guizot, ministre des Affaires étrangères, apparaît déjà comme véritable chef du gouvernement. Monseigneur Douar et le père Rouder interviennent par courrier auprès de Madame Adélaïde et de Guizot, comme l'atteste une lettre du père Rouder du 18 décembre 1842. Le père Rouder est un prêtre auvergnat qui a suscité la vocation missionnaire de Monseigneur Douar et qui va partir avec lui en Océanie. De ces lettres et d'autres interventions auprès de Guizot résulte le rapport au roi de l'amiral Duperré, rapport inspiré par Guizot, qui donne un avis favorable à la demande qu'a faite Monseigneur Douar de son passage gratuit avec 10 de ses missionnaires. Donc on peut lire sur l'écran les termes de ce rapport. Monseigneur Douar, évêque d'Amata, a formé le projet d'établir une mission dans les îles de la Nouvelle-Calédonie afin d'y répandre des idées religieuses, d'y faire naître des sympathies françaises, comme aussi d'y ouvrir, s'il est possible, une source de relations profitables à notre commerce. Ce petit texte éclaire d'entrée de jeu toute l'ambiguïté de la coopération entre les missionnaires et l'État français. D'une part, c'est beaucoup plus que des idées religieuses que l'évêque veut répandre, et par ailleurs, la question n'est pas pour lui de faire naître des sympathies françaises. Les objectifs attribués à l'évêque sont en réalité ceux de la France, c'est-à-dire prendre pied en Nouvelle-Calédonie. Et c'est bien ce que montrent les instructions secrètes laissées par l'amiral du Petit Thouars à Tahiti, à Julien Laferrière, qui, depuis les Marquises, conduit à bord du Bucéphale l'équipe de Monseigneur Douar en Nouvelle-Calédonie. C'est un courrier, j'ouvre les guillemets, en exécution des ordres contenus dans la dépêche confidentielle du ministre de la Marine en date du 20 janvier dernier. La liste des diverses tâches à effectuer est établie, appui à fournir aux missions et plus particulièrement à celle de Calédonie, sans oublier les 9 coups de canon pour saluer l'évêque. Mais surtout, l'intention du gouvernement français apparaît dans ces mots. Vous donnerez tous les secours possibles à Monseigneur pour faciliter son établissement au milieu des indigènes. Vous ferez tous vos efforts pour nous les rendre les plus favorables possibles par de bons procédés et surtout par des égards envers les chefs. Si vos succès auprès des chefs étaient assez grands pour qu'il vous parût possible de les amener à demander ou à reconnaître la souveraineté de Sa Majesté le roi Louis-Philippe et de son gouvernement, vous ne négligerez pas de le faire et de faire constater en même temps cette reconnaissance, ou seulement cette demande de reconnaissance,
par des actes authentiques dressés en triple expédition, signés par les chefs, par vous et par messieurs les missionnaires qui seront témoins de cette transaction. Ces instructions vont être suivies par Julien Laferrière, donc de près, et il va recevoir les chefs de la région auxquels il assure la protection de la France. Douar expliquera par la suite qu'il s'est radicalement refusé à participer aux transactions et à les signer. Il a juste accepté que son compagnon, le père Viard, puisse servir d'interprète entre Julien Laferrière et les chefs indigènes. Des locaux construits en bois vert et peu solides, car ils partiront en poussière un an après, sont aménagés par les marins pour les missionnaires. Des vivres leur sont laissés et ils peuvent désormais être considérés comme gardiens de la présence française, car le pavillon tricolore est dressé sur la colline. L'évêque est mis devant le fait accompli. Plusieurs de ses correspondances attestent qu'il a toléré cette garde du drapeau français, qu'il n'aurait pas accepté, a-t-il dit plus tard, s'il avait su qu'elle durerait si longtemps. Et il dit ça dans une lettre au père Poupinel du 30 décembre 1845. Donc, et il y a d'autres écrits de l'évêque qui souligne qu'il ne voulait pas être impliqué dans les visées de la France sur la Nouvelle-Calédonie. Il n'en reste pas moins, pour conclure ce chapitre, que les relations entre marins et maristes ont été chaleureuses dans toutes les circonstances. Donc, une année mouvementée, 45-46, il faut attendre 20 mois après le départ du Bucéphale et Julien Laferrière pour qu'accoste à nouveau un bateau français, le Rhin, commandé par Bérard, gouverneur d'Akaroa en Nouvelle-Zélande. Jusqu'à ce moment-là, les missionnaires qui, donc, n'ont pas eu de visiteurs, si ce n'est un mois et demi avant le Rhin, un bateau américain qui n'a pu leur apporter que peu de choses, se sont limités à leur installation à Balade, et c'est dont nous parlerons en deuxième partie. À partir de ce passage du Rhin, en septembre 1845, qui apporte des vivres pour un an et soutient Monseigneur Douar et son équipe, la vie va être beaucoup plus mouvementée pour l'évêque et les missionnaires. En novembre, passe sur le Marianne Watson, Monseigneur Épal et son équipe qui vont fonder une mission aux îles Salomon. Monseigneur Épal sera assassiné dès qu'il posera le pied sur l'île Isabelle. En janvier 46, donc peu après, c'est la corvette française l'Héroïne qui passe à Balade et la tombe de Huon de Kermadec est érigée sur l'îlot Poudioué, donc tel qu'on peut la voir ici, mais malheureusement on ne voit plus cette tombe parce qu'en fait l'îlot n'existe quasiment plus et il reste juste une stèle qui émerge de l'océan. Donc, en mars 46, donc peu après, c'est le bateau de Monseigneur Bataillon, l'Étoile du Matin, qui accoste, mais n'apporte pas grande nouvelle pour les missionnaires de Balade. En avril de la même année, c'est le retour du Marianne Watson et l'annonce de la mort de Monseigneur Épal. Monseigneur Douar embarque sur ce bateau pour Sydney. Il va chercher des matériaux de construction pour la mission qui s'installe à Pueblo. Des vivres aussi, et il va organiser la visite d'un navire de guerre au Salomon pour voir un petit peu ce qui s'est passé en ce qui concerne Monseigneur Épal. Donc, il est de retour fin mai. Peu de temps encore après, un événement a lieu, c'est le naufrage bien connu du bateau de la Seine dans la passe de Pueblo. Les missionnaires secourent les 227 naufragés, les logent comme ils peuvent et les nourrissent grâce aux vivres rapportés de Sydney par Monseigneur Douar. Tous les vivres prévus pour Balade et la moitié des vivres prévus pour les missionnaires de Saint-Cristobal au Salomon. En fait, sous la pression des Anglais, et sans doute pour calmer le jeu après les turbulences dues à la question de Tahiti, le commandant Lecomte avait ordre, écrit Monseigneur Douar, de remplacer le drapeau français par un autre à mon choix que je n'ai pas jugé nécessaire, persuadé que la protection de la France nous était aussi bien assurée sans drapeau qu'avec un drapeau. Donc, le drapeau qui flottait sur la colline donc est retiré. Et l'évêque est soulagé
Et d'ailleurs, il en a fait en fait peu de cas. Il est plus préoccupé du sort des naufragés auxquels il faut assurer des vivres, et il est plus encore préoccupé du sort des missionnaires restés au Salomon qu'il décide d'aller voir, embarqués sur la Clara le 13 juillet, donc 10 jours après le naufrage de la Seine. De retour à Balade, l'évêque décide de faire un voyage en Europe pour l'intérêt de la mission, souligne-t-il. Pour l'intérêt de la mission, c'est une expression qui revient souvent sous sa plume. Il avance 3 raisons pour ce voyage décidé. La recherche de collaborateurs, la recherche de ressources et par-dessus tout la séparation de sa mission du vicariat central, c'est-à-dire la création d'un nouveau vicariat pour lui. En fait, c'est bien auparavant que Monseigneur Douart a exprimé la nécessité, d'une part, de la séparation de son vicariat de celui de Monseigneur Bataillon et, d'autre part, de la venue de nouveaux missionnaires. Soulignons que plusieurs commentateurs ont établi un lien entre le voyage en France de Monseigneur Douart et la suppression du pavillon français qui l'aurait contrarié, désireux qu'il était d'attacher la Calédonie à la France. Cette affirmation est en tout cas contredite par plusieurs textes de Monseigneur Douart. Donc le voyage en France, maintenant passons au voyage en France et à Rome, et donc son retour en France. Monseigneur Douart embarque avec le dernier contingent des rescapés de la Seine à Sydney, sur le Berkshire, le 8 novembre 1846 pour Cherbourg, où il arrivera le 29 mars 1847. Curieusement, nous n'avons pas pour tous ces mois quelques nouvelles que ce soit de l'évêque. On dirait qu'il s'est enfermé dans sa cabine durant tout ce temps. Très peu d'informations aussi sur le procès qui a eu lieu à Cherbourg pour faire comparaître le capitaine Lecomte de la Seine, donc, devant le Conseil de guerre maritime, suite au naufrage. Douart déclare juste « Monsieur Lecomte a été acquitté à l'unanimité avec compliment. Il doit une bonne chandelle aux missionnaires car son affaire prenait mauvaise tournure. » Donc, très peu de nouvelles de l'évêque durant 6 bons mois. Il a eu tout le temps de composer le mémoire qu'il va préparer pour Rome. Rome est en effet son premier objectif pour la création de son vicariat, qui en fait a déjà été décidé avant son arrivée à Rome. Parallèlement, il obtient de Lyon le recrutement de nouveaux missionnaires. Un autre de ses objectifs est d'obtenir des autorités françaises le passage pour les 2 contingents de missionnaires qu'il destine à l'Océanie. Un premier groupe va partir le 23 octobre 1847 sur le Stella del Mare, navire offert à la Compagnie française de l'Océanie par le roi de Sardaigne. Parmi ce groupe, des maristes dont les noms vont être attachés à la Nouvelle-Calédonie, les pères Chapuis, Gagnère, Goujon et les frères Mallet et Reboul. Je viens de parler de la Compagnie française de l'Océanie. On dit souvent que c'est à l'initiative de Monseigneur Douart qu'elle a été fondée, c'est-à-dire c'est une compagnie maritime qui était réservée au déplacement des missionnaires catholiques en Océanie. Mais cette compagnie, en fait, a eu pas mal de déboires et elle tournait autour de 2 principales personnalités, 2 fervents chrétiens, M. Marziou, l'armateur, et le commandant Marceau. Et ce dernier, le commandant Marceau, qui commandait l'Arche d'Alliance, est décédé en fait en 1851. Pour le second navire, qui doit l'amener lui-même avec une dizaine de missionnaires, Monseigneur Douart compte sur l'État français. Il entend faire peser dans la balance les démarches diverses qu'il a accomplies en faveur des naufragés de la Seine. Bref, qu'on le paie de retour. Mais ces tractations pour un navire qui serait mis à disposition des missionnaires n'aboutissent pas. On lui aurait proposé de lui payer les vivres qu'il a avancés et cela l'aurait mis en fureur. Et on lui attribue finalement la Légion d'honneur. Cela ne l'enchante guère. Avec une certaine ironie, il déclare « Je n'ai encore rien obtenu du gouvernement si ce n'est un ruban rouge que je ne voulais pas. » Cependant, il ne se privera pas d'utiliser au service de sa cause cette décoration dans son courrier et de se faire représenter tableaux et gravures avec le ruban épinglé sur sa poitrine. Le temps passe et les tractations pour obtenir un navire n'aboutissent pas.
Il était prévu que les missionnaires partent en mars sur l'Égérie, mais tombe alors la révolution de février 1848 et la chute du roi Louis-Philippe, qui remet tout en question. Cependant, les démarches pour obtenir le passage de Monseigneur Douart et de 10 missionnaires qui se poursuivent toujours avec l'argument du secours apporté aux naufragés de la Seine. Finalement, le départ sur le Cossite est accordé le 13 octobre 1848 et c'est le départ depuis Toulon de Monseigneur Douart avec 9 missionnaires, comme vous pouvez le voir ici sur l'image. Le voyage est très long et c'est seulement le 7 septembre 1849, soit 3 ans jour pour jour après qu'il a quitté la Calédonie, que Monseigneur Douart et son équipe rejoignent à Anatome, aux Nouvelles-Hébrides, les missionnaires qui se sont réfugiés sur cette île suite à la destruction des missions de Balade et Pueblo, dont je vais parler un petit peu. De là, l'évêque rejoint la Calédonie avec un passage à l'île des Pins, où se trouvent le père Goujon et 6 autres missionnaires. Pendant le voyage de Monseigneur Douart en Europe, la mission de Balade a été attaquée par les gens de Balade et celle de Pueblo aussi. Les deux ont été détruites et désertées des missionnaires, tandis que le frère Blaise Marmoiton a été tué. Il faudrait étudier avec soin cet événement qui constitue, pourrait-on dire, la première révolte des indigènes de Nouvelle-Calédonie contre une occupation extra-océanienne. Des causes diverses sont données à l'événement, principalement celle du pillage des importantes marchandises entreposées dans le magasin de l'établissement. D'autres accusent à tort ou à raison les Anglais présents à Yingen ou le chef de cette tribu d'avoir poussé les gens de Balade et de Pueblo à cette révolte. Alors, après un temps à Sydney, les missionnaires se sont repliés à Anatome ou Anaitum et à l'île des Pins. C'est sur ces 2 îles que Monseigneur Douart retrouve ses missionnaires et décide de retourner à Balade, Pueblo, Yingen. Mais c'est à Yingen et à Yaté, ces 2 localités qui sont choisies pour l'implantation de missions. Mais la mission échoue dans ces 2 lieux où les missionnaires s'estiment en danger. Les 2 places sont donc abandonnées. Donc c'était la 2e tentative dont je vous parlais qui dure très peu de temps, en fait, environ 3 mois. Alors ensuite, il y a une période d'attente à Sydney et l'île des Pins. La mission de la Nouvelle-Calédonie désertée se pose la question du statut de Monseigneur Douart et s'ouvre à lui une longue période d'incertitude. Il est nommé par Rome le 14 août 1850, mais il ne l'apprendra qu'en janvier 1851. Il est nommé évêque des Samoa. Mais il ne s'y rendra pas et cette nomination ne sera pas effective. Il s'accrochera à l'idée de retourner en Calédonie. Resté d'abord à l'île des Pins jusqu'en octobre 1850, il se rend à Sydney. Il passe par des périodes de découragement, mais finalement, après beaucoup d'interrogations, le retour à Balade est décidé, tandis que depuis avril 1850, les pères Rougeron et Gagnère sont à Futuna, où ils catéchisent près de 70 hommes et femmes originaires de Balade et Pueblo, dont beaucoup de familles de chefs. Pendant cette période, Monseigneur Douart, les yeux toujours fixés sur la grande terre de Calédonie, fait souvent part de ses craintes que l'Angleterre l'annexe et que les protestants s'y installent. Donc, ensuite, c'est le retour à Balade, puis Pueblo, et la mort de Monseigneur Douart 2 ans après. Ces 2 années sont celles de la véritable fondation de la mission. 2 années difficiles pour l'évêque dont la santé décline. Il n'a plus l'enthousiasme des débuts, mais considère comme à ses débuts que c'est sa mission de porter l'Évangile aux Calédoniens. Il exprime parfois sa lassitude devant les conflits incessants dans la société au milieu de laquelle il vit et semble considérer, contrairement à ses débuts, qu'une occupation étrangère est non seulement inéluctable, mais peut être souhaitable. Cependant, je ne pense pas qu'il intervienne pour favoriser cette occupation étrangère, car il considère, comme au début, que ce n'est pas son rôle.
Donc le 27 avril, je vais très vite, hein, mais il y a tellement de choses qu'on est obligé. Le 27 avril 1853, Monseigneur Douard meurt. Après 3 jours d'agonie, probablement il meurt de l'épidémie qui a fait alors beaucoup de victimes. 4 jours après, le 1er mai 1853, l'empereur Napoléon III confie à l'amiral Février des Pointes la mission de prise de possession de la Nouvelle-Calédonie et en vue de, je cite, « au besoin, recevoir des établissements pénitentiaires ». Donc nous allons, après tout cela, nous allons nous intéresser donc, à l'implantation du catholicisme dans le nord-est de la Nouvelle-Calédonie. Les missionnaires sont venus en Nouvelle-Calédonie parce que c'était une terre à prendre. Mais de cette terre, ils ne connaissaient rien. Ils partaient pleins d'enthousiasme pour la plupart, mais ils ne savaient pas vraiment où ils allaient, quelles conditions de vie ils allaient trouver. Alors d'abord, en premier lieu, j'ai intitulé « S'encrouter dans la matière », qui est une expression de Monseigneur Douard qui signifie que la préoccupation pendant beaucoup de temps, je dirais 2 ans, des missionnaires a été de s'installer matériellement. Alors bien sûr, il y a eu d'abord une découverte mutuelle. Et Monseigneur Douard écrit 1 mois après son débarquement à Balade, « D'après ce que j'avais entendu dire de ces sauvages, je les croyais inabordables. Il paraît que l'ange du Seigneur avait préparé les voies. Nous n'avons rien trouvé de ce que nous redoutions le plus, pas un étranger, si ce n'est quelques naturels d'une île voisine, point de protestants, des anthropophages peut-être, je l'ignore néanmoins. » Ou encore dans son journal, il écrit « J'ai été agréablement surpris, ces naturels que l'on disait si féroces sont pleins d'égards pour moi, je me suis avancé assez avant dans leur terre avec un missionnaire et sans nulle précaution, sans que j'ai eu à me plaindre d'eux. C'est à qui me passeraient les ruisseaux. Ils ont mis tout l'empressement possible à m'assigner un terrain pour ma case, que l'on construit actuellement à côté de celle du chef, et à me fournir les bois nécessaires. Du côté des indigènes, la curiosité est élevée. Sur le bateau, ils découvrent 1000 objets. On leur offre étoffes, papier, verre, miroir, fer, hameçon et d'autres objets auxquels ils attachent un grand prix. L'abattage des arbres pour construire une maison pour les missionnaires est pour eux un beau spectacle. Cette découverte mutuelle se déroule donc au mieux. Donc les seules critiques viennent des marins et elles viennent des vols dont sont victimes les Européens et du fait aussi que les indigènes n'ont pas mis beaucoup d'ardeur à faire la toiture de la maison qu'ont construite les marins. Ces failles préfigurent les malentendus qui se révéleront entre missionnaires et indigènes. Dans le choc de 2 cultures, l'émerveillement mutuel peut prévaloir dans un premier temps, mais il va être suivi d'incompréhension qu'entraînent des conceptions différentes. Communications et langues. C'est grâce au père Viard, venu accompagner Monseigneur Douard, qui était depuis 1841 à Wallis et avait été auparavant 2 ans en Nouvelle-Zélande, c'est grâce donc au père Viard que les missionnaires, que les visiteurs et indigènes ont pu se comprendre. Les missionnaires ont considéré que l'apprentissage de la langue locale était un préalable à l'évangélisation. Ils s'y sont donc attelés et il leur a fallu un bon moment, je dirais 2 ans, pour apprendre la langue de Balade, le Niélayou, et puis celle de Pueblo, le Tchaak. Monseigneur Douard s'estime peu doué pour cet exercice, ce n'est donc que peu à peu que la tâche apostolique sera possible. Donc ce qui compte pour les missionnaires, c'est de subsister, et une fois le bucéphale parti, laissant une provision de farine de 5 mois et promettant la venue d'un autre bateau français dans ce délai, les missionnaires sont laissés à eux-mêmes. Leur premier soin est d'assurer leur subsistance par le travail de la terre. Ils sont tous de milieu rural et habitués à ce genre de travail qu'ils entreprennent avec courage et enthousiasme.
l'évêque comme les autres, et aussi plus que les autres dans la mesure où il s'estime responsable. J'avais avec moi 4 enfants, les 2 pères Rougeron et Viard et les 2 frères Tarania et Marmoiton, dont je répondais pour le corps et l'âme. L'évêque surveillera toujours de près les conditions de vie des frères et des prêtres qu'il dirige, et en bon auvergnat qui a les pieds sur terre, il s'efforcera de leur donner d'abord le meilleur confort matériel. Si bien que quand il sera question que, par la suite, Monseigneur Douard soit évêque des Samoa, ou même qu'il reparte en Europe, tous les missionnaires, il y a 4 missionnaires qui ne signeront pas parce qu'ils n'étaient pas présents, mais tous les autres, au nombre de 13, demanderont à suivre Monseigneur Douard où qu'il aille. Donc je reviens à la subsistance. Pour subsister, il faut se mettre à la culture. Tout ne leur réussit pas. Ils accordent de grande importance à la culture des légumes locaux, ignames, taro, bananiers, auxquels on peut ajouter l'hibiscus tiliaceus ou borao. Cependant, ils introduisent peu à peu, selon ce qu'ils reçoivent, et je cite là la liste non complète du père Montrousier dans une lettre de 1847, vignes, figuiers, pêchers, oliviers, cerisiers, néfliers du Japon, papayers, choux, raves, salades, haricots, oignons, tomates, aubergines, orges, avoine, maïs, pastèques et même des pommes de terre, même si elles sont petites et amères, sans oublier la canne à sucre, même s'il en pousse déjà une espèce en Nouvelle-Calédonie. À cela, il faut ajouter l'alimentation d'origine animale qui se limitait pour les indigènes à quelques poules et gibiers volatiles. Là, des cochons sont introduits en grand nombre, mais il y a aussi des ovins, des bovins et même un cheval. Assez vite, les missionnaires ont des résultats qui leur permettent de ne pas mourir de faim. Parfois, ils profitent des dons des indigènes. Le plus souvent, ils échangent nourriture contre fer, blouse, perles, bonnets, rubans, hameçons. Parfois, ce sont eux qui viennent au secours de la population. Ce qui ressort en tout cas de la narration de Monseigneur Douard est que durant de longues périodes de sécheresse surtout, la nourriture manque pour tout le monde. Alors, un autre point très important que j'ai intitulé troc, c'est donc par un système d'échange de biens que s'établissent les relations entre les 2 parties. Parmi ces échanges, l'achat, entre guillemets, car il s'agit de troc, de terres, car pour Monseigneur Douard, les missionnaires sont à la fois au milieu de leurs futurs ouailles et chez eux. Une vie de communauté est indispensable pour ces hommes qui se soutiennent mutuellement et pratiquent quotidiennement la prière. Ces achats de terres sont pourtant un bel exemple d'incompréhension mutuelle que je signalais plus haut. Monseigneur Douard croit acheter des terres comme il le ferait en tant que paysan auvergnat. Ainsi désigne-t-il ces terres par le mot « propriété ». Mais il ignore que ceux qui les exploitent n'ont que des droits d'usage accordés par le maître du sol, c'est-à-dire le descendant du premier occupant. Autre erreur d'interprétation, la pratique de la jachère fait croire à tort à l'évêque que les indigènes n'accordent pas grand prix aux terres non cultivées. Il y a évidemment d'autres exemples de malentendus que provoque le choc de 2 cultures, culture dans les 2 sens du mot en ce qui concerne ce dont nous venons de parler. Assez vite, cette pratique du troc devient une habitude et le moindre service rendu doit être payé de la part des missionnaires d'un don aux indigènes qui, au fil des jours, deviennent plus hardis et parfois plus exigeants. La présence des Européens, qui peu à peu sont en quelque sorte désacralisés, devient habituelle. Une sorte de modus vivendi est établi, mais il reste que pour les indigènes, ce sont des relations commerciales qui priment, tandis que l'évêque souhaite des relations affectives. Ainsi écrit-il, « Dans les commencements, je croyais que ce chef nous était attaché parce que je l'avais vu pleurer dans une circonstance où il croyait que nous allions le quitter. Mais ces procédés m'ont prouvé plus qu'évidemment qu'il ne tenait qu'à nos blouses, notre fer et notre table. » Alors maintenant, je dis quelques petits mots sur les sites de la mission, avec ici le site de Bayaou, à Balad donc, et une gravure qui, selon l'auteur de l'article de la revue dans laquelle elle est une esquisse de la plus grande exactitude. L'auteur, c'est Jules Besson, qui était le second de la scène.
Donc les sites de la mission. Nous avons déjà commenté l'établissement du premier site Mahamat. Avant même que le Bucéphale ne reparte en janvier 1844, Monseigneur Douar avait déjà repéré le lieu qui devait devenir l'établissement de la mission de Balade, Bayao. Beaucoup de soins ont été apportés aux constructions, en pierre cette fois, et lorsque les naufragés de la Seine ont pu être accueillis dans ces lieux, cette implantation vise pour les missionnaires à entretenir leur foi par la prière et l'étude, la vie en communauté, mais c'est aussi un moyen d'attirer les indigènes et de les entraîner à leur suite. Ainsi, par exemple, c'est en fonction du goût des indigènes qu'est décorée l'église. En même temps que progresse l'apostolat, progresse donc l'installation de la mission. Nous avons maintenant un réfectoire et 2 chambres, outre notre chapelle. La demeure est tapissée de blanc, plafond, mur, autel, si ce n'est un devant d'autel rouge, une garniture sur verre et quelques rubans, tant au gradin que sur le fond de la chapelle. Mais plus généralement, on peut imaginer donc cette curiosité des indigènes pour la cuisson du pain, la forge, les pratiques de culture, bref, toutes les techniques appliquées. Ainsi, de cette manière, s'exerce-t-il ce qu'on pourrait appeler un apprivoisement en douceur. Monseigneur Douar considère, à tort sans doute, Pueblo comme la tribu la plus nombreuse et la plus redoutée de Nouvelle-Calédonie. Je dis à tort sans doute parce que quand on lit Cannibal Jacques, auquel a fait allusion Manuel tout à l'heure, on se rend compte que certaines tribus, comme celle de Gomen sur la côte ouest, étaient très très puissantes. Mais en tout cas, Monseigneur Douar donc fixe ses vues sur Pueblo, bien qu'installé d'abord à Balade. Et il décide que c'est Pueblo qui va être le siège principal de la mission, avec une église dédiée au saint auvergnat Saint-Austremoine. Et effectivement, il en sera ainsi, mais plus tard. À la première tentative et à la 3e tentative de mission, l'installation se déroule de la même façon, d'abord à Balade, puis à Pueblo. La dernière installation est beaucoup plus développée dans chacune de ces 2 missions, et les lieux de culte sont construits, par exemple à Tiari, à Diaote et à Wepulu. À tous les moments de leur présence, les missionnaires ont suscité d'abord la curiosité des indigènes et pour certains leurs adhésions. Le mode de vie centré sur le travail et la prière en a peu à peu séduit un certain nombre, au point qu'ils ont abandonné leurs coutumes. Une grande partie, plus ou moins séduits et curieux, écoutent les missionnaires mais conservent leurs coutumes. Et enfin, certains vont rejeter les missionnaires. Donc là, je signale d'autres conditions préalables à l'apostolat qui n'est pas encore commencé. Au bout de longs mois, quand les missionnaires sont installés, l'apostolat va pouvoir commencer. Un type de relation doit être établi et l'évêque émet quelquefois quelques scrupules. Les pêcheurs de biches de mer viennent faire leur affaire, tandis que nous faisons celle des naturels. J'espère bien qu'ils comprendront que nous les aimons. Pendant 8 jours, nous leur avons fourni largement à manger à une centaine de retraitants. Sans cela, quelle que fût leur bonne volonté, ils n'eussent pu se réunir pour les instructions, car la faim chasse le loup du bois. Le vin, ils ont planté la tige de taro qu'ils avaient mangée. Bien entendu que pour ce travail, je les ai payés et nourris, ne voulant pas qu'ils puissent croire que nous leur avons la plus petite obligation, afin que plus tard, nos adversaires, s'il en vient, ne puissent pas dire que nous nous sommes engraissés aux dépens des naturels. Et là, je dois dire que Monseigneur Douar était très clairvoyant, parce que les critiques en ce sens, par la suite, n'ont pas manqué, pour ceux qui connaissent les œuvres d'Amouroux et Place, ou bien l'œuvre de Boé. Autre sujet, la violence. Le même scrupule apparaît chez l'évêque quand un vol ou une action violente contre les missionnaires se produit. Le frère Jean a eu quelques gestes vifs à l'aide d'un bâton qu'il tenait en main, et Monseigneur Douar, qui se refuse de tels gestes, en a minimisé la portée. Pour lui, la violence est rédhibitoire. De même, par la suite, les missionnaires n'approuveront pas les représailles qu'infligent parfois les marins aux indigènes qui les ont attaqués.
ce principe de non-violence ne sera pas toujours appliqué après Monseigneur Douart, mais avec lui, il est primordial et donc il le souligne très souvent. Autre point de vue qui paraîtra constant dans cette période, la liberté. En tout cas, selon la conception de Monseigneur Douart, la liberté laissée aux indigènes d'adhérer ou non à la religion. Cela tient dans cette formule de son journal, « La religion que nous prêchons est une religion libre et d'amour ». En effet, quand plus tard certains chrétiens apostasieront, l'évêque fera à leur égard preuve à la fois de fermeté et de faiblesse. Fermeté dans la mesure où il jugera certains actes incompatibles avec le christianisme, et souplesse dans la mesure où le retour au bercail sera en même temps encouragé, toute haine de la part des missionnaires étant rejetée. Donc, j'en viens maintenant à l'objectif principal de Monseigneur Douart, évangéliser. Alors, l'évangélisation se pratique par les courses apostoliques. Des courses quotidiennes sont une première méthode d'apostolat. Les missionnaires partent le matin de la mission et se rendent dans les villages pour prêcher la religion et reviennent le soir après de longues marches le plus souvent. Et les efforts des missionnaires ne sont pas toujours récompensés, les progrès sont lents. Par exemple, pour aller à Parawa, sur le bord du Diaote, ou en revenir, il faut à Monseigneur Douart, qui a pris en charge ce secteur, 5 ou 6 heures, et il constate avec amertume, les uns rient, d'autres font des grimaces, quelques-uns nous écoutent et nous demandent ensuite une récompense pour avoir prié. La croix et les images qu'ils présentent leur servent de support. Des chants sont aussi organisés. Pour les lieux plus éloignés, Puebo, Yingen, Tiari, Arama, les courses apostoliques peuvent durer 2 jours ou plus. Au bout de presque 2 ans, les missionnaires n'ont plus de chaussures, mais c'est sur Balade et Puebo que se concentrent les actions, les principales actions. D'abord, les conversions ne sont pas envisagées, seuls sont réalisés les baptêmes des mourants et des petits-enfants. Assez vite, une évolution est constatée. Après presque 2 ans, Monseigneur Douart écrit « Nous commençons à évangéliser, ces peuples qui ne nous écoutaient qu'en riant nous donnent maintenant de l'attention, ils ont une grande confiance en nous et bientôt, je l'espère, nous aurons un grand nombre de chrétiens. Nous allons bâtir notre première église près de notre habitation jusqu'à ce que nous puissions en bâtir ailleurs. Nous allons pourtant dans différentes tribus, mais tous les 8 jours seulement, étant obligés d'instruire un grand nombre à la fois avec des peines infinies, parce que le pays est montueux, les tribus assez éloignées et les missionnaires sans souliers, du moins par le passé. Par le passé, parce qu'en effet, quand Monseigneur Douart écrit ça, le bateau Le Rhin est passé et donc a réapprovisionné les missionnaires. Autre point, enfin un point très important, l'apostolat par chef et enfants. L'évangélisation passe par 2 canaux, les chefs d'abord et les enfants ensuite. Les chefs, car ils inspirent et orientent toute la population qu'ils tiennent sous leur pouvoir. En même temps, ces chefs trouvent certains avantages à se lier aux missionnaires qui, d'une certaine manière, vont les protéger contre leurs ennemis. Ainsi, la tribu de Balade, peu importante, est-elle sous la protection des missionnaires qui restent en son sein. Le succès auprès des chefs est en fait mitigé. Beaucoup semblent surtout intéressés par les biens matériels qu'ils peuvent obtenir des missionnaires. Certains, cependant, comme les chefs Michel et Hippolyte Bonou, suivront fidèlement les missionnaires. D'autres s'y opposeront après, pour un petit nombre d'entre eux, d'autres s'y opposeront après, pour un petit nombre d'entre eux, les avoir suivis. Cette opposition viendra surtout de ce qu'ils voudront conserver leurs coutumes. Je mets ici la figure de Boirat, qui mériterait aussi beaucoup de développement. Mais bon, j'en viens à ma deuxième canal d'évangélisation, prendre soin des enfants ou adolescents pour qu'ils deviennent catéchistes. En octobre 1845, Douart écrit à Deméda « Nous retirerons chez nous un certain nombre de jeunes gens que nous instruirons et nourrirons, car sans cela, impossible d'en avoir la pêche et la recherche de quelques racines pour manger, leur prenant presque tout leur temps. »
ce qui nous occasionnera, comme vous le concevez, de grandes dépenses. 30 naturels à nourrir, ce n'est pas une petite chose. Il le faut pourtant si nous voulons obtenir des succès. Tout cela n'est pas si simple. Douar écrit dans son journal mi-mars 1846 « Nous avions de plus acheté l'enfant d'un chef pour l'élever et en faire un catéchiste. Quelque soin que nous prenions de ces enfants, nous n'avons pu encore ne nous en attacher qu'un seul, et pourtant nous sommes aux petits soins pour eux. » Et l'enfant qui s'est attaché aux missionnaires et les a suivis fidèlement, c'est Louis Tadinan ou Thea Diang. Le terme acheter peut paraître choquant, il est employé une autre fois encore par Monseigneur Douar. Mais on peut faire un petit parallèle, bon, même si je ne sais pas je ne pense pas qu'il ait employé le terme acheter, mais l'évêque anglican Selwyn, qui n'était pas présent sur place en Calédonie, a pris le parti lui aussi d'élever des enfants, notamment de Lifou et de Yingen, au St. John College d'Auckland, avant de les rapatrier. Donc il les a amenés avec lui en Nouvelle-Zélande, et ils sont venus par la suite. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Alors, après la destruction des missions de Balade et Pueblo et les échecs de Yingen et Yaté et Anatom, une décision est prise par Douar et Rougeron, former un groupe de chrétiens à Futuna depuis avril 1850. À Futuna parce que c'est un milieu déjà christianisé et favorable. Il n'a pas été question d'établir cette formation à l'île des Pins, ce qui aurait été facile. L'île des Pins où s'étaient retirés les missionnaires. C'était le seul endroit, je ne peux même pas dire de la Calédonie, parce qu'à l'époque, on considérait vraiment que l'île des Pins, c'était l'île des Pins. La Nouvelle-Calédonie, c'était seulement la Grande Terre. Donc, ils auraient pu facilement s'installer à l'île des Pins, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils considéraient que c'était un milieu peu favorable, voire hostile à la christianisation. On sait qu'il a fallu la patience et l'adresse du père Goujon pour amener les Cougniers à la foi. Donc, cet apostolat à Futuna apparaît comme une sorte de réduction, comme l'ont fait les missionnaires en Amérique du Sud, à la grande différence que ce regroupement est réalisé en milieu christianisé. Cette instruction va toucher un certain nombre de Calédoniens. D'abord, les 5 enfants qui ont suivi le père Rougeron après la destruction de Balade et Pueblo en août 1847, puis un deuxième contingent de 26 néophytes, dont le chef Michel, qui ont suivi les missionnaires à Yingen, et après la fuite de Yingen, et enfin un troisième contingent de 43 personnes, dont un bon nombre de chefs influents, parmi lesquels Hippolyte Bonou, que le père Rougeron va chercher en août 1850. Et c'est le 7 janvier 1852 que retourneront chez eux ces chrétiens donc de Balade et de Pueblo, encadrés par les pères Rougeron et Gagnère. La plupart suivront les missionnaires, un certain nombre, peut-être 5 ou peut-être plus, mais j'en compte 5 qui apostasieront et un bon nombre mourront prématurément. Donc cette opération, si je puis dire, à Futuna a été déterminante pour implanter, bon, même s'il y avait des chrétiens, il restait des chrétiens encore à Balade et Pueblo, mais cette opération a été déterminante donc pour vraiment le succès de la religion catholique. Alors maintenant, je parle des obstacles à l'évangélisation. Alors, le premier obstacle externe, c'est l'éloignement de la Nouvelle-Calédonie et l'absence de communication entre les missionnaires du Pacifique et avec Rome et Lyon. Les communications se font par écrit et il faut jusqu'à 2 ans pour attendre la réponse à une question posée. Il en résulte que les missionnaires sont laissés à eux-mêmes. De plus, l'entente est difficile entre Monseigneur Bataillon et Monseigneur Douar, qui s'estiment délaissés du premier. Douar écrit en octobre 1845 « Il n'était pas nécessaire que je sois évêque pour cela. Si dans 1 an vous n'avez pas eu la bonté de me tirer d'une position aussi faussée, j'irai vous voir pour être employé à d'autres tâches. » C'est d'ailleurs pour cette raison que Monseigneur Douar décide fin 1846 de se rendre en Europe, alors que 6 mois après ce retour en Europe, les destructions des missions de Balade et Pueblo ont lieu.
Alors on peut se poser la question de savoir si ces destructions auraient eu lieu si Monseigneur Douart était resté. On peut se poser la question dans la mesure où il avait quand même une aura de chef. Et d'ailleurs, on l'appelait épiscopo. Mais les obstacles principaux sont internes. Un premier, que j'ai déjà qualifié de malentendu, est le hiatus entre ce que les missionnaires veulent apporter aux indigènes et ce que la plupart de ces derniers espèrent recevoir. Les missionnaires veulent apporter la religion, les indigènes sont avides de biens matériels et alimentaires. Ainsi, c'est probablement cette convoitise qui explique l'attaque des missions de Balade et de Pueblo en juillet 1947. Autre obstacle qui peut être aussi une cause de cette révolte, les maladies ou épidémies créées par la présence des Européens et contre lesquelles les indigènes ne sont pas immunisés. Ces maladies, à diverses périodes de la présence des missionnaires, et particulièrement au moment de la mort de Monseigneur Douart, touchent beaucoup de gens, et particulièrement ceux qui sont convertis. Mais c'est surtout l'organisation de la société que met en cause l'apport de la religion. Il apparaît d'abord que de nombreuses guerres ont lieu entre tribus pour l'enlèvement d'une femme ou pour un crime qui a été commis. Monseigneur Douart et son équipe ne prennent pas parti et s'efforcent de soigner les guerriers blessés à quelque camp qu'ils appartiennent. Les néophytes, dans ces circonstances, oublient parfois leurs nouvelles pratiques. Autre obstacle, les fêtes, ou Nyang ou Pilou, qui durent plusieurs jours et qui retiennent la population. L'évêque craint les débordements, mais reste assez tolérant si ce n'est fataliste, comme pour les guerres. Autre question sur laquelle l'évêque n'est pas trop regardant, à nuancer, c'est la polygamie. Elle est pratiquée par les chefs et certains qui ont suivi l'enseignement religieux à Futuna ne peuvent se résoudre à abandonner cette pratique et deviennent finalement hostiles à la religion. Encore un autre point, les pratiques magiques qui restent cachées aux missionnaires. Ce n'est qu'une fois convertis que certains indigènes révéleront ces pratiques qu'ils avoueront avoir du mal à abandonner. Enfin, une autre pratique qui ne s'exerce pas au grand jour est celle de l'anthropophagie. Monseigneur Douart écrit « Nous savions déjà que nous étions parmi des anthropophages. Si nous avions pu en douter, nous savons aujourd'hui de science certaine qu'ils se livrent à ces horribles festins ayant vu des morceaux qu'ils avaient fait cuire, 3 individus ayant été tués. » Ces propos de l'évêque fin juin 1845 seront par la suite confirmés à de multiples reprises. C'est, je le rappelle, la menace réelle ou non d'être victime de l'anthropophagie qui a amené la décision de quitter en 1850 la mission de Yingen commencée depuis 2 mois. Vers août 1852, Monseigneur Douart écrit « Nos voisins se civilisent quand même, ils ne se mangent plus, je ne puis pas en dire autant de la tribu d'Yingen. » Peu à peu, et notamment sous l'influence de la signature des chefs pour leur soumission aux lois françaises, en janvier 1854, avec Tardy de Montravel, la question de l'anthropophagie s'estompe. Un autre obstacle, c'est Monseigneur Douart lui-même. Si l'on compare le journal des 2 premières années à celui des 2 dernières années, on constate une tonalité différente. L'enthousiasme marque les débuts, le poids de la tâche, la fin. Bien que depuis 1944, l'œuvre de la mission ait bien progressé. Les échecs et les épreuves ont marqué l'évêque et de plus il est en mauvaise santé au point que la moindre tâche l'épuise et qu'il se désole de ne pas pouvoir faire plus. « Je fais le bourgeois malgré moi », dit-il, employant plusieurs fois cet adjectif. Pendant un temps, il n'a plus vu d'issue. L'île des Pins, seule station qui demeurait, lui a semblé un moment trop dépravé pour s'attacher au christianisme. Et durant ces 2 dernières années à Balade, il a souvent été plus sensible à la conduite, à ses yeux, répréhensible des indigènes qu'au progrès de la mission. Cependant, mission accomplie, la foi de l'évêque, sa foi en la providence, l'ont amené à accomplir jusqu'au bout ce qu'il considérait comme son devoir. « Je me dois à la mission qui m'a été confiée », écrivait-il fin 1845. Il s'est lié à la Nouvelle-Calédonie au point qu'il n'imaginait pas exercer son ministère ailleurs, même quand la mission a été abandonnée. « Tout ce que vous pourriez me faire obtenir ailleurs
ne pourrait me faire oublier la première épouse, écrit-il au père Colin en janvier 1850, période de grande incertitude. La première épouse, c'est une allusion à un psaume, mais cette première épouse est la Calédonie. En effet, l'évêque s'est considéré comme le père des Calédoniens, père qui aime mais qui châtie aussi quelquefois, sûr du but qu'il se donne. Et ce but, on peut dire qu'il est atteint avant même sa mort. L'œuvre de la mission s'est établie et toutes les conditions de son progrès sont réunies, malgré, c'est vrai, beaucoup d'obstacles encore, comme le montrera l'avenir. Certes, ce n'est pas l'œuvre de Monseigneur Douart tout seul, mais c'est l'œuvre d'une équipe qu'il a dirigée et soutenue. J'en viens maintenant à la conclusion. Monseigneur Douart s'est inscrit dans un mouvement d'ardeur missionnaire qui a particulièrement touché la France. Il s'est attaché exclusivement à la conversion au catholicisme des habitants de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce à dire, comme je le lisais récemment, qu'il est le fondateur de la présence française en Nouvelle-Calédonie? Dans les faits, peut-être, mais dans l'intention, certainement non. De multiples remarques dans son journal et sa correspondance montrent qu'il limitait son objectif aux missions qu'il aurait voulu fonder sans autre influence étrangère, y compris française. Le fait qu'il soit mort en 1853, même année que celle de l'annexion de la Nouvelle-Calédonie par la France, a créé jusqu'aux années 1970 une sorte d'amalgame entre action de Monseigneur Douart et prise de possession française. C'est particulièrement aux célébrations des anniversaires, et notamment en 1953, qu'apparaît cette fusion. En 1993, 150e anniversaire de la mission, la perspective a été tout autre, tant ont été grandes l'influence du mouvement de mai 1968, puis celle des événements de 1984-1989 en Nouvelle-Calédonie. C'est sous le signe du pardon mutuel, que s'est fêté cet anniversaire du 150e. Et c'est le 10e successeur de Monseigneur Douart, 10e si on inclut le père Rougeron qui a refusé le titre, Monseigneur Calvé, qui a célébré ce 190e anniversaire. Monseigneur Douart est un homme de foi personnelle certes, mais foi aussi en sa mission. 1 an exactement après son débarquement en Nouvelle-Calédonie, il écrivait à une de ses bienfaitrices cette phrase prémonitoire. « Nous aurons, nous, les épines, nous sèmerons avec peine et d'autres récolteront. » Les épines n'ont pas manqué en effet, mais la persévérance, le témoignage et l'action des missionnaires ont fini par toucher les cœurs. Monseigneur Douart a été certes l'initiateur, mais c'est l'ensemble de la communauté des missionnaires qui a agi, je dirais, si l'on considère ces 10 années, avec ferveur et une certaine douceur. Et particulièrement le père Rougeron, qui est resté à l'œuvre encore 50 ans après la mort de Monseigneur Douart. Voilà. Bien, merci Michel pour cet éclairage de Monseigneur Douart. S'il y a des questions dans la salle, comme je vous disais en introduction, il y a 2 micros qui sont à votre disposition de part et d'autre. Alors, je sais que la première question est toujours la plus difficile à poser, mais ne soyez pas timide. Ah, Christiane Terrier. Bonsoir Michel, félicitations pour ce travail très érudit et très complet. J'avais déjà eu l'occasion de te le dire, mais je te le redis. Alors, enfin, il y a juste une petite chose qui m'a un peu interpellée. Quand tu as parlé, mais enfin, il y a peut-être une confusion de l'œuvre de la propagande de la foi. Ce que je ne comprends pas, parce qu'il existe toujours, comment dire, à Rome, quelque chose qui s'appelle la propaganda fide ou quelque chose comme ça. Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu une interruption? Est-ce que c'est dans la continuité de ça? Voilà, c'est la question que je me pose.
Oui, non, c'était l'œuvre de Pauline Jaricot est à part, mais c'est vrai qu'après, il y a eu, je pense, bon, ça serait à confirmer, mais je crois que c'est ce que j'ai noté d'ailleurs, une fusion justement avec l'œuvre de Rome qui existait déjà avant. Hein, mais l'œuvre de Pauline Jaricot, c'était typiquement français, et lyonnais même, je dirais. Et autre question, tous ceux qui accompagnaient Monseigneur Douard, étaient-ils tous auvergnats aussi? Non, non, ils n'étaient pas tous auvergnats, mais bon, et d'ailleurs là-dessus, bon, je ne l'ai pas dit, mais le père Rouder, qui a certainement suscité la vocation de missionnaire de Monseigneur Douard, lui était bien auvergnat, et il est resté à Wallis pour s'occuper de l'imprimerie, et c'est le père Viard qui l'a remplacé en quelque sorte pour la Nouvelle-Calédonie. Si bien que il n'y avait pas complètement la mission auvergnate qu'aurait un petit peu souhaité, il faut le dire, Monseigneur Douard. Il y avait un tout petit peu de chauvinisme auvergnat, enfin de volonté, mais beaucoup de missionnaires ne venaient pas d'Auvergne. Enfin, c'était quand même le cas des frères Blaise Marmoiton, Jean Taragna, le père Rougeron et Monseigneur Douard, donc c'est déjà pas mal dans les débuts. Mais Monseigneur Douard a pensé que Monseigneur Bataillon, avec lequel ils se sont pas mal frottés, voulait justement éviter à tout prix qu'il y ait une mission d'Auvergnat, qu'il appelait lui la mission auvergnate. Donc, et c'est peut-être ce qui a fait qu'il a fallu très longtemps avant que le père Rouder revienne en Calédonie. Y a-t-il une autre question? En haut. Merci. Tu as vécu, on peut dire, avec Monseigneur Douard tout le temps de la fabrication de ce livre. Et la question que je pose est personnelle, si je puis dire. Est-ce que tu l'as ressenti comme quelqu'un d'antipathique et de froid, ou bien que quelqu'un d'attachant et de sensible, ou bien ni l'un ni l'autre, de façon plus neutre, disons? Un petit peu difficile cette question parce que d'un côté, bon, ce que je n'ai pas dit, bon, c'est un jeune homme quand même de 33 ans qui est arrivé comme évêque en Nouvelle-Calédonie. C'est pas du tout la figure qu'on se donne de l'évêque généralement, plus âgé et plus assis. Donc c'est un jeune homme qui s'est mis à la tâche en même temps que les autres et comme les autres. Après, ça c'était au début, mais il est vrai que cette conscience d'être évêque a été un petit peu plus marquée dans la troisième partie, dans la troisième tentative de mission. Et donc, bon, je ne réponds pas tout à fait à la question, là, c'est vrai, mais là, la question de savoir s'il était... j'ai répondu comme ça parce que dans la troisième partie, il avait quand même un petit peu plus de recul, je dirais. Un petit peu plus de recul, et il semblait moins familier, mais il avait quand même toujours les mêmes objectifs et la même affection pour le peuple indigène. Moi, si je puis me permettre, j'ai une question aussi. Je suis là, au deuxième rang. Michel, je suis là, deuxième rang. Sur ta gauche. Ah, oui. C'est moi. Oui. Oui, alors, moi j'ai une question qui va peut-être te paraître un peu naïve, mais comment se fait-il que personne n'ait écrit ce livre à ta place il y a déjà plusieurs dizaines d'années? C'est-à-dire qui
Et pourquoi on ne se serait pas penché sur ce document qui, tu l'as dit, était connu de certains chercheurs, mais n'était pas connu du grand public? Alors, bon, je crois, j'ai pas très bien compris parce que c'est extrêmement sourd. Mais je pense que bon, la question, c'est comment se fait-il que ce texte n'ait pas été Connu du grand dévoilé plus public tôt? avant et éventuellement Oui. édité Oui. par un autre éditeur fou. Bon, au début, il a été les gardé éditions un Yanis. petit peu. Au début, il a été gardé un petit peu, je dirais, un petit peu caché. C'était peut-être pas très très volontaire, mais enfin, l'anthropologue Brownon Douglas, australienne, qui est venue ici en 69-70, n'a pas pu voir ce texte. Et il était quand même pourtant dans les archives de l'archevêché. Donc ça, c'est... Et je le regrette beaucoup parce que 69-70, il y a plus de 50 ans, et elle aurait certainement pu consulter à cette époque des gens de Balade et Pueblo qui avaient peut-être encore en mémoire plus que ce qu'on a aujourd'hui. Hein, donc il y a ça. Il y a le fait que le texte est resté un petit peu, jusqu'à cette époque-là, je dirais jusqu'en 1970. Et après donc, il a été disponible. Bon, il a été très mal renéotypé et tout. Bon, mais les chercheurs, les historiens ont quand même pu le consulter, mais ils n'ont pas, comme ils étaient dans des perspectives d'histoire, de synthèse, ils ont sans doute trouvé que le texte était beaucoup trop long à retranscrire. Je peux l'expliquer comme ça. Parce que pourtant, c'est... Bon, à beaucoup d'égards, il offre des nouveautés, enfin des choses qu'on n'attend pas, et même aujourd'hui, je veux dire, mais ces historiens ont pu parler de ce texte, mais ils n'ont pu en parler qu'en général. Donc, je crois que vraiment, ça vaut la peine d'être découvert, mais bon, ça prend du temps. Et c'est assez développé, c'est vrai. Oui, je ne sais pas si ça a été dit, mais effectivement, il y a un appareil critique qui, selon les propres mots de Louis-José Barbançon, historien, il a utilisé le mot solide appareil critique. Donc voilà, solide appareil critique. Je suis désolé, j'entends. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Le mot qu'a utilisé Louis-José sur ton travail à propos de l'appareil critique, c'est solide appareil critique. Ah oui. Tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas historien, mais tu as quand même l'avis d'un historien qui est relativement, voire très réputé sur le territoire. Oui, mais bon, non, je ne suis pas historien, mais j'ai essayé de le traiter avec la rigueur d'un historien. Voilà, je peux dire ça. C'est ça. Et on ne peut pas faire autrement, en fait. On ne peut pas faire autrement. Et on a de la chance aujourd'hui d'avoir des tas de documents qu'on n'avait pas. Ça explique aussi peut-être que le texte n'est pas... Ça répond un peu à la question précédente. Aujourd'hui, pouvoir consulter des journaux néo-zélandais, australiens, pouvoir consulter, et surtout la correspondance des missionnaires, qui n'est sortie quand même qu'en 2013. Donc, pouvoir consulter tout cela, c'est évidemment, c'est formidable. Et puis, si on n'avait pas cela, bon, on manquerait beaucoup de choses. On en manque peut-être, hein, mais on en manquerait encore plus. Très bien. Japon, il n'y a pas que moi. Et pourquoi tu as privilégié le nord-est de la Nouvelle-Calédonie et somme toute, tu nous as peu parlé de l'île des Pins? Oui, parce que c'est vrai, je suis tout à fait conscient, mais parce qu'en fait, il est très peu, on parle très peu. Là, ce que j'ai privilégié, c'est plutôt Monseigneur Douar, c'est l'action de Monseigneur Douar. Et cette action à l'île des Pins, on y fait allusion un petit peu, mais pas beaucoup. À vrai dire, j'aimerais beaucoup, et ça pourrait être un autre travail, mais qui serait aussi très important, il faudrait pouvoir donc consulter le journal du Père Goujon dans tous ses détails. Bon, je pense que l'historien Pizier l'avait fait sûrement, mais
on en apprendrait plus. Bon, mais c'est vrai que je n'en ai pas dit beaucoup, mais parce que je me suis concentré sur Monseigneur Douart et qu'il n'est peu question, parce qu'il a été là-bas à une période un peu de découragement, même si certains le décrivent comme creusant, comme faisant des travaux, donc il a quand même beaucoup participé aussi à la mission de l'île des Pins, mais on n'a pas beaucoup d'informations. C'est ce que je disais au début, on est un petit peu limité quand on fait ce genre de travail, parce qu'on se rend compte qu'il y a parfois des pans entiers, et encore, là, il y a pire encore qu'à l'île des Pins, mais des pans entiers d'époques qui ne sont pas, sur lesquels on n'a pas grand-chose. Voilà. Oui, merci pour l'exposé et pour le fait d'avoir exhumé ce texte. Je pense que c'est important. Et je trouve intéressant aussi l'idée de distinguer les formes de colonisation, à savoir la colonisation missionnaire. Elle a son rythme, ses modalités, etc. Et ce n'est pas la même chose que la colonisation administrative de l'État. Oui. Et j'avais deux questions, en fait. D'une part, est-ce qu'il y a des annotations dans le carnet de l'évêque d'Ouar de l'État de déstructuration ou l'impact des épidémies sur la société kanak telle qu'il la découvre en quelque sorte, et pendant une durée assez longue en plus, donc c'est intéressant pour cette raison-là. Et puis d'autre part, à quel point les épidémies, les maladies sont utilisées aussi dans la transaction religieuse, c'est-à-dire comme argument, l'argument de vente en quelque sorte du catholicisme, de la conversion face aux religions locales, c'est-à-dire la protection en quelque sorte, parce que la religion c'est ce qui est vendu sur le marché des biens religieux, c'est entre autres des questions de protection, et le fait que les maladies soient présentes de façon très forte, est-ce qu'elles sont, un argument en quelque sorte dans les transactions religieuses? Oui, je suis désolé, hein, j'ai pas tout bien compris, mais bon, c'est au sujet des épidémies. Bon, il faudrait reprendre les textes et puis noter un peu plus systématiquement à chaque fois qu'il en est question. Bon, il en est question surtout au moment où justement Monseigneur Douart va mourir, parce que là, il y a, par exemple, à un moment donné, les questions de 47 personnes qui meurent à Pueblo, et les 10 dernières pages du journal de Monseigneur Douart, le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot mort. Et d'ailleurs, c'est aussi le dernier mot qu'il a écrit. Donc là, c'est vraiment très important. Alors là-dessus, il y a eu évidemment, je ne sais pas si c'est la question que vous posiez, mais bon, il y a eu un certain lien qui a été fait entre ces maladies et la présence des missionnaires, d'autant plus que les chrétiens semblaient plus atteints par l'épidémie que les autres. Et alors, il en est résulté donc une méfiance de la part des indigènes, mais pas un rejet très fort. Si vous voulez, il ne venait pas vers les missionnaires, mais il n'interdisait pas que les missionnaires aillent vers eux malgré ces épidémies. C'est ce que je me souviens de plusieurs notations dans ce sens. Mais bon, après, il faudrait voir, là je vous parle surtout de l'époque donc, de 1853, donc début 1853. Mais il y a d'autres épidémies et il faudrait étudier toute la période qui concerne donc qui précède les événements de Balad Pueblo, la destruction des missions, parce que là aussi on en a parlé, mais ces événements mériteraient à eux seuls, donc englobant cette partie, ces épidémies notamment, ils mériteraient à eux seuls une étude très très détaillée et qui serait possible parce que beaucoup de gens en ont parlé, que ce soit des marins ou des missionnaires. Mais je suis désolé de ne pas être plus précis. Je ne vois pas trop comment l'être, mais il est certain que les épidémies ont existé et ont entravé la vie des indigènes.
et même la vie des missionnaires si on considère que Monseigneur Douard est mort de cette épidémie. Alors, bonsoir et merci pour l'exposé. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je voudrais simplement poser 2 questions globalement. Après, premièrement, je suis toujours stupéfait parce que je fais beaucoup de recherches sur la période. Quand je regarde les dates, c'est quand même... l'esclavage n'était pas aboli, donc je fais beaucoup de recherches à ce moment-là, pour ces périodes-là. Je suis toujours stupéfait par le fait que le schéma est identique dans tous les endroits où les missionnaires ont été, où on est venu dans un pays avec des objets. Les peuples sont venus, ont été accueillis, peut-être qu'on n'a pas entendu. Les missionnaires sont venus avec des objets, ont pratiqué l'échange, et c'est par ce biais-là que l'accueil se fait. Ensuite, la communication est toujours compliquée via la langue. Donc c'est à partir du moment-là qu'on contacte les chefs et qu'on essaye de communiquer avec les chefs et qu'on soustrait par la suite les enfants pour éduquer les enfants à la religion, pour qu'ils puissent évoluer et intégrer la religion par la suite. J'aurais 2 questions. C'est est-ce qu'il y a, comme la dame l'a dit à côté, est-ce qu'il y a vraiment... Parce qu'il ne faut pas négliger l'influence de Rome à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des écrits, des ordres de mission donnés Est-ce que le père décrit les ordres de mission qui sont vraiment donnés par Rome dans ses courriers? Et deuxième question, ce qui fait la force d'un peuple, la plupart du temps, c'est sa culture, donc son culte aussi, donc via ses objets et ses ancêtres. Est-ce qu'il a observé à un moment donné des cérémonies autour d'objets? Et s'il a observé ça, comment il décrivait ça par rapport à sa religion, par rapport à la religion catholique? Oui. Alors, sur le premier point, comme je l'ai un petit peu suggéré, je ne pense pas qu'il y ait des directives très précises, sauf que quand même, il y a les directives qui ont été données, mais bien avant, presque un siècle avant, qui justement préconisait qu'on respecte les coutumes des peuples chez lesquels on allait et qu'on ne condamne que ce qui était vraiment pas acceptable, comme je l'ai dit par exemple, pas acceptable du point de vue bien sûr des Européens, c'est-à-dire, je l'ai signalé, la polygamie, l'anthropophagie et ces choses-là. Voilà. Donc, mais comme il y avait un éloignement assez important, qu'il y avait une méconnaissance du sujet, en fait, parce que les missionnaires ont été envoyés, que ce soit par Lyon ou par Rome, dans des contrées qui restaient inconnues. Donc, à part ces directives générales qui étaient déjà données par Rome, je ne sais plus la date exacte, mais bon, je l'ai noté dans mon livre, je ne vois pas d'autres directives. Voilà. Alors la deuxième question, c'était, rappelez-moi. La deuxième question, c'était comme toutes les colonies, oui. C'était sur le culte. Oui. Souvent, on a soustrait des objets, brûlé des objets, qui faisaient le culte des personnes qui étaient sur place. Oui. Donc, s'il a observé déjà des cérémonies et comment il le percevait? Oui. Ben, là, ça reste une perception, je dois le dire, très superficielle de la part de l'évêque. Il parle du paradis sur l'île Balabio, il parle de... Bon, mais ça reste... Par contre,
le père Monseigneur Douard est suivi de près par le père Gagnère, dont vous connaissez peut-être le livre, qui là, par contre, lui, a étudié de beaucoup plus près le culte, la magie, en s'adressant à des vieux qui étaient devenus chrétiens. J'ai fait une allusion là tout à l'heure, qui étaient devenus chrétiens, mais qui avaient beaucoup de mal à s'arracher à leur culte. Et donc, il faut plutôt se pencher sur ce livre qui a quand même été conçu donc autour, je dirais, de 1853. Mais même avant, parce que le père Gagnère était là bien avant. Hein, donc, mais en ce qui concerne Monseigneur Douard, bon, il essaie de temps en temps de comprendre, mais encore une fois, ça reste vraiment très en surface. Voilà. Y a-t-il une dernière question dans la salle? Bien, écoutez, dans ce cas, je vais renouveler mes remerciements à Michel Soulin. Je voulais juste signaler, on a aperçu quelques photographies, dont certaines étaient tirées d'un ouvrage moi que j'aime beaucoup, qui est l'ouvrage de Serge Cacou, Découverte photographique de Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un livre que je vous conseille vivement pour des photographies anciennes, et en particulier celles que vous avez vues, enfin une de celles que vous avez vues, du père Chapuis, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Je voulais juste préciser aussi que la prochaine opération, la prochaine soirée qui sera organisée ici dans cette salle par la médiathèque, c'est une projection. Donc ce sera un film néo-zélandais, donc vous avez peut-être vu l'affiche en entrant dans la salle. Il s'agit du film Cousins, qui sera projeté le 10 août, donc vous êtes évidemment les bienvenus. Merci à tous. Merci.